François Hollande sera présent au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 12 au 14 octobre prochain. Le président français l'a ainsi annoncé lors de la 20e conférence des ambassadeurs. En 2050, 80% des francophones seront africains. 700 millions de femmes et d'hommes, chacun comprend ici l'enjeu. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. La présence de François Hollande est tout de même conditionnée par la bonne gouvernance. À cet effet, Yamina Benguigui, la ministre française déléguée à la francophonie, avait effectué un déplacement le 31 juillet à Kinshasa. Dans un communiqué commun, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, et François Hollande ont souligné que les autorités congolaises doivent démontrer leur réelle volonté de promouvoir la démocratie et l'état de droit. J'y réaffirmerai que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage. C'est aussi une communauté de principes et d'idéaux, dont le rappel à chaque occasion est nécessaire, et notamment en République démocratique du Congo. Mais pas seulement là. J'y rencontrerai l'opposition politique, les militants associatifs, la société civile. C'est le sens de la nouvelle politique africaine de la France. Plusieurs partis de l'opposition congolaise et organisations des droits de l'homme avaient demandé la délocalisation du sommet. Ils reprochent au gouvernement l'absence de transparence aux dernières élections de 2011, des manquements aux droits de l'homme et la guerre au Kivu à l'est du pays. Les combats dans la province du Nord Kivu ont provoqué la mort de milliers de personnes et le déplacement de 250 000 Congolais. Pour la République démocratique du Congo, la venue de François Hollande dans la capitale rend justice au peuple congolais. La police a procédé ce lundi à l'expulsion au petit matin d'un campement occupé par plus de 70 Roms le long de voies ferrées à Évry, ville dirigée jusqu'en juin par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Une expulsion que les associations qualifient de scandaleuse. Ces gens qui sont sortis de la mendicité, la situation actuelle les oblige à retourner à la mendicité. Du côté du ministère de l'Intérieur, on parle d'une opération de sécurité au vu de la dangerosité et de l'insalubrité dans ces espaces. On évacue des campements quand il y a une décision de justice, à la demande d'un propriétaire public ou privé, ou quand il y a une situation en matière de sécurité, en matière sanitaire, qui est insupportable. Au moment où des questions se posent sur leur relogement, le maire d'Évry assure avoir fait des propositions pour chacune des familles, notamment en hôtel long séjour. Mais à l'heure actuelle, 2 personnes seulement ont accepté des propositions d'hébergement en urgence. Préparer les affaires pour aller les enfants à l'école, ils vont préparer les affaires pour aller dehors. Je ne sais pas comment on va faire, où vont aller. Pour rester à la France, parce que peut-être ils nous donnent pour travail. C'est comme ça, la Roumanie c'est dur, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent pour quelque chose. Moins d'une semaine après l'annonce de l'assouplissement des contraintes pesant sur l'accès des Roms au travail, la question continue de faire écho. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls effectuera un déplacement en Roumanie et en Bulgarie dans les tout prochains jours afin de rencontrer les autorités locales et discuter de la question. Mère des 2 filles, Jolina Auguste fait partie des 30 femmes haïtiennes qui travaillent dans cet atelier de production de sandales, de pneus recyclés depuis presque 2 ans. C'est l'ONG Reconstruire l'échelle mondiale qui est à l'origine du projet. Cette ONG américaine s'est installée à Port-au-Prince après le tremblement de terre de janvier 2010 pour aider les sinistrés. Avant le tremblement de terre, Jolina travaillait comme vendeuse de dentifrice et de savon. Elle est aujourd'hui superviseure et formatrice au sein de l'atelier. Ce que j'aime le plus, c'est que maintenant je travaille, je suis capable d'aider ma famille. Avant, quand j'étais au chômage, j'ai eu beaucoup de difficultés. Souvent, mes enfants ont été renvoyés de l'école parce que j'ai eu des arriérés dans le paiement des frais. Maintenant, grâce à ce travail, je peux économiser de l'argent pour payer les frais de scolarité. Grâce à Jolina, toutes les femmes qui travaillent ici ont un 2e emploi. Elles sont engagées dans la Fédération de la femme pour le développement national que Jolina a créée en 2005. Jolina est incroyable. Elle est la chef de file de Reconstruire l'échelle mondiale. Elle a pris l'atelier comme sa propriété. Et c'est ce que nous voulons. Nous sommes là pour les Haïtiens, pas pour nous-mêmes. Nous les aidons en leur donnant les outils qui leur permettent d'avancer. Et Jolina a vraiment été un exemple pour cela. Et un exemple pour tous les Haïtiens.
Tous les matériaux de l'atelier sont achetés sur le marché local. 60% des bénéficiaires directs sont donc des mères de famille. Le projet prévoit la production de 2000 sandales de pneus recyclés et la vente d'au moins 30% de la production dans 3 mois. Pour Jolina, le travail ne s'arrête jamais car elle sait son pays a des grands défis à relever. Les stigmates du tremblement de terre dévastateur qui avait fait plus de 250 000 morts sont encore là. Le vendredi dernier encore, la tempête tropicale Isaac a fait au moins 19 morts sur l'île, une double peine pour des populations déjà fragilisées. Les fortes pluies qui se sont abattues ce dimanche sur Dakar et dans quelques régions du Sénégal ont encore provoqué de vastes inondations. Plus de 156 mm enregistrés dans la capitale, occasionnant d'importants dégâts matériels dans différents quartiers de la ville. Nous voudrions bien de l'aide. Nous n'avons pas le choix. Depuis 1986, nous vivons ce calvaire. Chaque année, c'est le même scénario avec les inondations. La situation a d'ailleurs inspiré la presse locale qui est largement revenue sur le calvaire des sinistrés. Des populations impuissantes crient leur désarroi face à ce casse-tête, surtout dans la banlieue. C'est vraiment difficile. Nous avons essayé d'évacuer les eaux, mais nous n'avons pas de moyens matériels. Il paraît que le maire de la ville est venu s'enquérir de la situation. Mais jusque-là, on attend les secours. Le président de la République a ainsi ordonné la réquisition des moyens matériels et humains pour évacuer les zones inondées, dans le cadre d'un plan Orsec déclenché immédiatement. À ce jour, on fait état de 18 morts au moins et une quarantaine de blessés depuis le début de l'hivernage. Moderniser et désenclaver le département du Poul, objectif principal de la municipalisation accélérée de cette entité administrative du Congo-Brazzaville. Les deux objectifs secondaires pour la mise en œuvre de cette politique se greffent au premier, modernisation et dotation du chef-lieu de ce département des commodités pour qu'il épouse l'architecture d'une cité moderne. Le premier carré des projets a été déjà mis en œuvre. Il s'agit du palais présidentiel avec tous ses compartiments, du boulevard sur lequel s'est déroulé le défilé, de l'héliport et son pavillon présidentiel, du stade, de 31 km de voiries urbaines, de la centrale électrique, du système d'adduction d'eau potable et d'autres au bonheur des habitants. Cela nous prend à cœur qu'après la bêtise humaine, on puisse reconstruire ce département. La municipalisation, c'est bien. On veut que notre village puisse évoluer. Voici donc Kinkala, la capitale du département du Poul Asseni, embellie et engagée dans un processus de mutation qui tranche avec son état antérieur. Réaction du maire de cette communauté urbaine. Ce qui se fait au niveau de notre département, qu'on le reconnaisse. Il ne faut pas avoir des appréhensions, mais au moins, je crois, pour les filles de Kinkala, les fils de Kinkala, pour ceux des Congolais, parce que c'est dans la République, sont très heureux de voir le visage de Kinkala changer. Ça, au moins, c'est une fierté. Kinkala, partant le département du Poul, avec ses 236 595 habitants, repartis sur une superficie de 33 955 km², emprunte le train de la modernité. Le long de la région du Sahel, près de la frontière avec le Mali et le Niger, le Nigeria fait face à une crise silencieuse. Une malnutrition due à une sécheresse accrue. Globalement, on serait tenté de croire que le Nigeria n'a pas les mêmes problèmes que le Niger ou le Mali. Ce sont tous des États du Sahel. Et si vous regardez plus loin, dans les ménages par exemple, nous avons des enfants qui sont dans des situations difficiles, aussi difficiles que dans ces pays. C'est donc une crise silencieuse parce que ces enfants viennent de familles où les parents sont déjà confrontés à de graves privations. Le Nigeria est l'un des 8 États qui forment la région du Sahel. Dans ce village du Nord, l'agriculture est le principal moyen de subsistance. Desséchée par le soleil, l'eau devient de plus en plus difficile à trouver et la nourriture se fait rare. Les enfants sont les plus exposés à la malnutrition.
250 000 ont reçu un traitement au cours des 4 premiers mois de l'année. Ils ont une immunosuppression et ces infections peuvent affecter le cerveau, les jambes et le système respiratoire et elles peuvent aussi affecter d'autres systèmes. Mais le plus commun, ce sont les maladies diarrhéiques qui sont des infections du système gastro-intestinal. Le Nigeria continue à garder l'image de la nation la plus peuplée d'Afrique. Mais loin de cette richesse urbaine se cache une crise qui ne dit pas son nom. Un enfant sur 7 meurt avant d'atteindre l'âge scolaire. À la sécheresse accrue s'ajoute désormais l'insécurité née des conflits interethniques.